à tous, soyez comme d'habitude les bienvenus pour cette toute nouvelle édition. En voici les titres, en images bien sûr. Une très bonne nouvelle pour la principauté, la sortie de Monaco de la procédure de poste suivi. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pris part au 50e anniversaire de l'Université de Nice Sophia Antipolis. Vous en saurez plus sur le lancement prochain d'un satellite depuis Cap Canaveral sur une position orbitale monégasque. En principauté, une exposition sur l'art et le goût est présentée à la Maison de France. José Sacré, de son côté, vous livrera plus de détails sur l'opéra Lady Macbeth. Et puis, comme chaque semaine, nous recevrons un invité pour ce dernier week-end d'avril. Il s'agit de Jacques Pastor. Nous parlerons de l'espace Léo Ferré. Je vous le disais, prenons la direction de Strasbourg pour débuter du Conseil de l'Europe, plus précisément où l'Assemblée parlementaire a adopté à l'unanimité la résolution consacrant la sortie de Monaco de la procédure de poste suivi. Une délégation conduite par le président du Conseil national était sur place. Voyez le reportage de Fabien Bonilla et Serge Prémont. La principauté de Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004, il y a tout juste 10 ans. Monaco était alors invité à remplir 6 engagements d'adhésion. Un dialogue post-suivi a été mis en place en 2009 et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient tout juste de décider de mettre un terme à ce dialogue post-suivi. S'appuyant sur les conclusions du rapport de Jordi Xuclà, cette Assemblée a salué les progrès considérables accomplis par Monaco, qui a honoré ou est sur le point d'honorer 4 de ses engagements, à savoir la ratification de la Convention sur la cybercriminalité, l'adoption d'une nouvelle loi sur le fonctionnement et l'organisation du Conseil national, la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale et l'implication du Conseil national dans la ratification des conventions et des traités internationaux. Apprenant cette nouvelle, le prince Albert II a salué cette heureuse issue intervenue dans des conditions respectueuses des spécificités de la principauté qui demeurera toujours attentive aux problématiques chères à cette institution. Eh bien, comme l'a indiqué son Altesse Sérénissime le prince Albert II par un communiqué, nous pouvons nous réjouir de cette issue très positive pour Monaco. Notre pays a été reconnu à une écrasante majorité comme un État de droit respectant pleinement les standards européens de protection des droits de l'homme, sans pour autant exiger de nous un abandon ou même une restriction de nos spécificités. C'est donc un très bel anniversaire de l'entrée de Monaco dans le Conseil de l'Europe, voulu en 2004 par le prince Régnier. Et c'est aussi un signe encourageant au moment où s'engagent des négociations avec l'Union européenne pour un éventuel accord. Une délégation du Conseil national de Monaco était présente, conduite par son président, Laurent Nouvion, qui a suivi le débat et le vote du projet de résolution sur le dialogue de poste suivi. Quitte à nous répéter, je veux le dire encore et encore, car c'est une situation unique au monde, les Monégasques, nos nationaux, ne représentent que 20% de la population totale résidant à Monaco. Un territoire dont la superficie est inférieure à 2,5 km². Oui, nous sommes minoritaires dans notre propre pays. Ce particularisme explique nos positions. Ça clôt toute une époque et toute une démarche. Je pense qu'on peut se réjouir de ce résultat ce soir, qui est un résultat collectif, à la fois de la part de M. Xuclà, qui a fait un travail tout à fait efficace, de la délégation du Conseil national, de la majorité depuis 2 ans. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons, mais également, nous prenons également en compte la demande assortie à ce vote de poste suivi, c'est-à-dire de mettre en place un groupe de travail où le Conseil national aura toute sa part avec son expertise et également ses juristes, ses consultants sur la révision, sur la charte sociale révisée. Et ça nous paraît tout à fait important. Les membres de la délégation de Monaco au Conseil de l'Europe ont salué unanimement cette décision. C'est le fruit d'un travail de 2 ans, au moins, de notre délégation. C'est le fait d'avoir expliqué partout ce qu'était réellement Monaco et d'avoir convaincu. C'est aussi le fruit de la rencontre des hommes. La nomination du nouveau rapporteur et les discussions qu'il a eues avec le souverain ont mis le chantier de la sortie sur un nouveau rail. Monaco s'est mis à travailler, Monaco a répondu aux questions de la PCE. Aujourd'hui, on a convaincu, on peut sortir du poste suivi, on va continuer à travailler sur les points manquants, mais on a rétabli la confiance. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de devenir un membre normal, entre guillemets, de la PCE.
les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puisque hier, l'Europe nous a envoyé un coup fatal, en tout cas à notre équipe de Monaco, puisque nous avons perdu, nous avons été éliminés de la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, l'Europe nous fait un grand cadeau, puisqu'elle nous permet de sortir du processus de post-suivi. Quand je dis cadeau, ce n'est pas un bon mot, parce qu'en fait, nous avons fait le nécessaire, que ce soit les parlementaires de la délégation ici à Strasbourg, ou le gouvernement lui-même, qui a fait du travail sérieux et appliqué. Donc ça, c'est très important. Et nous, en tant qu'Union monégasque, nous sommes particulièrement satisfaits, puisque, comme vous le savez, nous avons toujours prôné une politique d'ouverture et de dialogue avec l'Europe. Après plus de 10 ans de dialogue, de négociations, après une première période de suivi, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé de mettre un terme au dialogue post-suivi avec une écrasante majorité, 56 voix pour, 1 voix contre et une abstention. Et en marge de ce vote, vous le découvrez sur ces images, le président du Conseil national a rencontré un jeune monégasque étudiant à Sciences Po Grenoble, Gabriel Chabert. Il est en stage à la représentation permanente auprès du Conseil de l'Europe. Gabriel a d'ailleurs été sélectionné pour représenter la principauté à la 7e session du Parlement francophone des jeunes. Elle se déroulera au mois de juillet à Berne. Et à Nice, à présent, quasiment au même moment, le stade de l'Alliance Riviera accueillait l'un des 3 temps forts du 50e anniversaire de l'université Nice-Sophia Antipolis, une conférence sur le thème « L'aventure de la ville de demain » en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Un reportage signé Dominique Poulain. C'est au volant d'une voiture électrique que le Prince Albert est arrivé à l'Alliance Riviera. Le souverain a été accueilli par le député maire de Nice, Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, et par Frédérique Vidal, présidente de l'université depuis 3 ans. L'université Nice-Sophia Antipolis compte 27 500 étudiants et 3 000 enseignants, techniciens et administratifs répartis sur 12 campus de Menton à Cannes. 2015 est une année importante pour cette université, elle marque ses 50 ans. C'est le plus beau des âges. Effectivement, c'est à la fois l'âge de la maturité et puis aussi l'âge où on a encore plein de projets devant nous. Il y a 50 ans, l'université Nice-Sophia Antipolis n'existait pas. C'était l'arrivée de quelques grandes figures scientifiques comme Trotaba, Dieudonné, qui ont créé les premiers cette université. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs conférences sont au programme. La première avait pour thème « L'aventure de la ville de demain » ou « Comment inventer les villes de demain tout en préservant leurs ressources ». Une centaine d'invités s'est penchée sur la question, dont le Prince Albert, qui milite depuis plus de 20 ans en faveur d'un développement durable de la principauté. La question des villes est en effet cruciale, comme l'a souligné Monsieur le ministre il y a quelques instants. Non seulement parce qu'elle regroupe aujourd'hui largement plus de la moitié de la population mondiale et concentre donc l'essentiel des enjeux liés à l'utilisation des ressources naturelles, mais surtout parce qu'elles sont l'expression directe des valeurs et des préférences de notre civilisation. Pour faire évoluer nos modes de vie, pour mettre en place un système plus respectueux de la nature et de ses équilibres, nous n'avons donc d'autre choix que d'adapter nos villes et notre manière d'y vivre, qu'il s'agisse de l'habitat, du transport, de l'alimentation, de l'utilisation de l'eau et bien sûr de l'énergie. Fêter l'anniversaire d'une université dans un stade de football peut en surprendre plus d'un. Mais l'explication est toute simple. L'université est amenée à devenir un acteur important du futur écocampus de l'Éco-Vallée, de la Plaine du Var, l'endroit où se trouve le stade. L'université Nice-Sophia Antipolis a une stratégie qui se décline en 3 grands défis sociétaux. Et un des défis, c'est la ville de demain et c'est le développement durable. Et le souhait de l'université et de la métropole, c'est tout simplement de dynamiser la Plaine du Var et d'installer l'université et des entreprises sur ces thèmes-là dans la Plaine du Var. D'où le lien avec l'Alliance Riviera qui se trouve dans la Plaine du Var. Était également présent à cet anniversaire Venturi Automobile. L'entreprise monégasque a présenté son dernier véhicule, Antarctica, qui doit évoluer par moins de 40 degrés, ainsi que sa Formule 1 électrique, une opération séduction pour montrer que les véhicules électriques seront indispensables dans un futur proche.
Dans le reste de l'actualité, au Palais Princier, vous le voyez sur ces images, Son Altesse Sérénissime a reçu différentes lettres de créance en fin de semaine, marquant ainsi les accréditations de nouveaux ambassadeurs. Leurs Excellences Andrzej Birt, ambassadeur de la République de Pologne, Patricia Ales, ambassadeur de la République du Chili, et Linnea Tchenaco-Ntonante, ambassadeur du Royaume du Lesotho. Il s'agit d'une première dans l'histoire spatiale de la Principauté de Monaco. Le satellite MonacoSat sera envoyé dans l'espace lundi depuis la base de Cap Canaveral sur une position orbitale qui appartient à la Principauté. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Serge Prémont. Le satellite que vous voyez sous forme de maquette fait en réalité 4,8 tonnes pour 36 mètres d'envergure. MonacoSat sera lancé depuis Cap Canaveral en début de semaine prochaine à 52 degrés est. Voici la position orbitale qui appartient à Monaco, 36 000 km au-dessus de l'équateur. Ce satellite de télécommunication a un but principal pour Monaco. Eh bien, en fait, c'est de concourir à la réduction de la fracture numérique qui existe un petit peu tout autour du globe et dans des pays délaissés, moins développés, et donc d'offrir une possibilité d'accéder à l'information et de communiquer avec d'autres gens du globe sur des régions vraiment très éloignées. C'est un satellite de télécommunication. On couvre toute l'Asie centrale, Europe et toute la Nord d'Afrique, Middle East. C'est-à-dire c'est une grande couverture avec une grande puissance. Dans toute cette région, on peut faire des télécommunications, bien sûr les télévisions, les HDTV, et toutes les 3D des télévisions et Internet. C'est-à-dire toute la région peut connecter Internet avec notre satellite. En ce qui concerne la genèse de l'opération, la Principauté dispose de cette position orbitale depuis 2005. Suite à un appel d'offres, l'administration monégasque signe en 2010 un contrat de licence avec la société monégasque Space System International, SSI. 2 ans plus tard, un contrat tripartite est signé entre SSI, le gouvernement du Turkménistan et le constructeur basé à Cannes, Thales Aliena Space, pour la construction et le lancement de ce satellite. En droit international, une position orbitale ne peut être qu'allouée par l'Union internationale des télécommunications à un pays souverain, dont Monaco fait partie, l'Union, et sur lesquels nous avons candidaté en 2005 pour l'allocation de cette position orbitale. Cette position, nous la donnons en licence à un opérateur privé comme SSI pour qu'il puisse mettre un satellite et délivrer des moyens de télécommunication sur toute la zone de couverture. Et en fait, dans le développement du satellite de SSI, le gouvernement du Turkménistan est venu voir SSI pour dire « j'ai besoin rapidement de moyens de télécommunication dans mon pays et donc ce serait bien de faire une joint venture avec vous pour rapidement avoir accès à ce moyen ». Le Turkménistan ayant hautement participé au financement de la construction du satellite, dont le coût total est de 300 millions d'euros, 26 canaux appartiennent à ce pays d'Asie centrale. Les 12 autres sont commercialisés par SSI. Le satellite sera d'ailleurs contrôlé de Fontvieille par Space System International. La société américaine SpaceX se charge du transport dans l'espace via sa fusée, un Falcon 9. MonacoSat devrait être lancé à Cap Canaveral en principe si toutes les conditions le permettent, ce lundi 27 avril. Voilà, une équipe de Monaco Info sera d'ailleurs en Floride pour suivre ce départ pour vous. L'ambassade de France à Monaco, quant à elle, vous invite à une nouvelle exposition. Elle s'intitule L'art au service du goût. Elle est organisée par la Fédération des groupements français de Monaco et Momix, au cœur de la Maison de France, rue Grimaldi, où nous nous sommes rendus. Elle est temporaire. Vous n'avez donc que quelques jours pour découvrir cette exposition, jusqu'au 30 avril précisément. Une exposition qui compte bien séduire votre regard, bien sûr, mais pas seulement. Votre goût sera aussi largement sollicité. Au menu, différentes formes, des couleurs variées, l'art dans tous ses états. Ici, vous avez une présentation d'une table bien mise, prête à accueillir les convives,
à l'étage inférieur. Donc vous avez toute une série de tableaux, donc aquarelles, peintures sur huile, de peintres d'horizons très différents, mexicains, français, italiens. Et au rez-de-chaussée, nous avons un sculpteur donc, qui présente des formes très originales et volumineuses de différents fruits. Ces œuvres sont donc réparties sur les 3 niveaux qui composent la Maison de France, située rue Grimaldi. Des œuvres réalisées par des artistes aux univers très variés, mais qui répondent tous aux objectifs de cette exposition, proposée par l'ambassade de France, organisée par la Fédération des groupements français de Monaco et Momix. Ça permet évidemment de conjuguer tous les arts avec les goûts dans tous les matériaux qui leur sont propres, avec toute leur diversité, la couleur, la forme, la durabilité, sans oublier le partage, le plaisir. C'est un travail assez difficile, laborieux, mais la Fédération des groupements français de Monaco a la chance de pouvoir employer donc une personne qui est chargée de projet, et ce, grâce à une subvention allouée par l'État monégasque, qui est devenu propriétaire du bâtiment. Et dans le cadre de cette exposition, sachez que 2 rendez-vous sont prévus au cours de ce dernier week-end d'avril. Un atelier de sculpture sur les fruits et légumes, ainsi qu'une présentation du livre Madame est servie qui a remporté le World Cookbook Award 2012. En bref et en images, du quartier de la Condamine à celui de Monte-Carlo, où vous le découvrez, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, s'est rendu au cœur de la boutique du célèbre joaillier Cartier à l'occasion de l'inauguration du salon à Prince Régnier III. Et puis à quelques mètres de là, le salon Bellevue du Café de Paris accueillait quant à lui le cocktail de bienvenue YPO Monaco Events, en présence notamment de son Excellence Michel Roger, ministre d'État. Et avant de rejoindre notre invité du week-end comme prévu, place à de l'opéra, puisque José Sacré s'est rendu au cœur de la salle Garnier à l'occasion de la représentation du Lady Macbeth de Minsk. Voyez son reportage. L'action de Lady Macbeth de Minsk, créée en 1934 à Leningrad, se déroule en Russie vers 1840. Katerina Ismailova, jeune femme mariée à un riche marchand de province, étouffe dans le cadre médiocre où elle vit, délaissée par son mari et tyrannisée par son beau-père. Devenue la maîtresse d'un commis, Sergueï, elle assassine, avec la complicité de ce dernier, successivement son beau-père et son mari. Katerina et Sergueï se marient, mais leur crime est découvert et ils sont tous deux déportés en Sibérie, où Sergueï trompe sa femme avec une autre déportée, Sonia. Katerina se jette sur Sonia et se précipite dans une rivière, noyant avec elle sa rivale. Opéra d'une rare puissance dramatique où se mêlent violence, viol et meurtre, cette tragédie satire, comme l'appelait Shostakovich, est avant tout l'extraordinaire portrait d'une femme, Katerina Ismailova, incarnée ici par la magnifique soprano passionnée et tragédienne bouleversante Nicola Belair-Carbone. Elle est une espèce de justicière pour les femmes, pour la justice entre hommes et femmes, contre la... comment on dit l'oppression. L'oppression, exactement. Et ça, tout le monde le comprend. Et ça la fait aussi sympa, même si elle tue 3 personnes dans cet opéra. Mais ce sont des meurtres qu'on peut comprendre, parce qu'il vient motiver dans les affects. Ouais. Il y a un petit côté Emma Bovary aussi dans ce personnage, non ? Bon, c'est une femme très sensuelle. Il y a beaucoup de sensualité dans la musique même, pas seulement... La femme qu'on voit sur le plateau, c'est Shostakovich. Il a vraiment composé une musique sensuelle et sexuelle à la fois. Et c'est onomatopéique tout ce qu'on écoute. C'est un peu comme la musique du film, du cinéma.
Mais la sensualité, la recherche, le besoin érotique de ces femmes, c'est en premier plan. Après sa création, Lady Macbeth de Minsk a été reprise des centaines de fois en Union soviétique. Mais un article de la Pravda en 1936, article anonyme intitulé « Le chaos remplace la musique, Katerina Ismailova et la négation de l'opéra », l'œuvre disparut des scènes soviétiques jusqu'à ce que les autorités la réhabilitent début 1963. Ce chef-d'œuvre lyrique a depuis fait le tour du monde. Une de mes grandes fiertés, un des défis de l'œuvre, notamment parce que Shostakovich était jeune à l'époque, il n'avait pas encore une grande expérience de la scène, c'est orchestré très lourdement, de manière très large, et on a réussi, les musiciens et moi, en amont déjà à prévoir tous les endroits où il fallait aider un peu la partition, donc en allégeant légèrement, en modifiant certaines dynamiques, et je dois dire que les répétitions avec le plateau se sont déroulées de manière très souple. J'ai un plateau aussi de premier plan, donc des gens qui connaissent le truc à l'endroit à l'envers, donc c'était beaucoup de plaisir. Puis finalement, pour une œuvre très exigeante, très difficile, qui est, on l'avait dit, une œuvre nouvelle pour les musiciens et pour moi, les choses se passent finalement très rondement. Un casting parfait, une mise en scène inventive, presque cinématographique et un orchestre au meilleur de sa forme contribuent à faire de Lady Macbeth de Minsk un grand moment d'opéra et, on dirait aujourd'hui, un spectacle qui secoue. Comme prévu, nous allons nous retrouver dans une poignée de secondes au cœur de l'espace Léo Ferré qui se trouve derrière moi à l'occasion de notre entretien avec Jacques Pastor. Alors Jacques, merci d'avoir accepté d'être notre invité du week-end pour cette semaine. Ce n'est presque plus la peine de vous présenter. Vous êtes un visage bien connu en principauté. Donc 4e adjoint au maire et délégué au sport et aux loisirs. C'est d'ailleurs cette fonction qui nous réunit aujourd'hui puisque nous sommes au cœur de l'espace Léo Ferré, qui doit vous rappeler d'ailleurs, j'imagine, quelques souvenirs récents, puisque les élections ont eu lieu ici. Oui, de bons souvenirs. De bons souvenirs, donc c'est un bon démarrage. En tous les cas, bienvenue Sandrine, bienvenue à tous à l'espace Léo Ferré. Très heureux, en effet, d'avoir renouvelé mon mandat et de continuer avec l'espace Léo Ferré, où vraiment j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe. Alors Jacques, justement, nous allons parler des équipes de l'espace Léo Ferré. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce lieu, peut-être même ses missions? Alors dans un premier temps, le lieu, bien sûr. Le lieu, je dirais que c'est une vraie salle de spectacle, avec tous les atouts d'une salle de spectacle comparable à d'autres, peut-être un peu plus connues, mais en tous les cas, en termes de technique et en termes d'accueil, on a tout ce qu'il faut. Et c'est 16 personnes, 16 permanents qui travaillent à l'année dans ce lieu pour des missions un peu particulières que je vous évoquerai tout à l'heure. Mais c'est aussi 1900 places, donc un accueil possible pour diverses choses en effet. Donc un accueil convivial auquel se mêle bien sûr beaucoup de professionnalisme. Ah oui, je crois que vraiment professionnalisme, c'est le terme le plus important parce que les artistes qui viennent se produire ici et qui quelquefois ont une petite appréhension avec d'une part la salle et d'autre part aussi avec le public. En repartant, je peux vous garantir qu'ils sont ravis et quelquefois on a même un peu de mal à leur dire qu'il est tard et qu'il est temps de fermer la salle. Mais en effet. Alors, différents événements sont organisés entre les murs de cet espace. Un espace qui, je le rappelle d'ailleurs, à ses débuts et pendant plusieurs années, s'est appelé Salle du Canton et est devenu espace Léo Ferré assez récemment, donc en hommage au chanteur monégasque. Quels sont les types d'événements qui ponctuent cette vie ici entre ces murs? Alors, dans les murs de l'espace Léo Ferré en effet, et ça a donné également une plus-value tout à fait justifié à ce lieu artistique. Donc deux volets, je dirais le volet mairie, c'est-à-dire tous les événements qui sont organisés par la mairie, qui sont divers et variés. En effet, c'est des spectacles de variété avec tout dernièrement le grand succès de Brigitte. Prochainement, on l'évoquera certainement, une programmation fournie et très intéressante. Mais c'est également des choses comme le goûter pour les aînés,
l'Académie de musique qui vient de se produire il y a 2 jours. Et c'est d'ailleurs, voilà, nous sommes encore dans cette configuration. Tout à fait, encore le piano sur scène, encore. Voilà, c'est vraiment très varié parce que cette salle est très modulable. C'est une salle polyvalente, le nom qu'elle porte bien son nom. Et donc ça, c'est tout le volet qui est proposé par la mairie, ou en tous les cas par les services de la mairie. Mais l'espace Léo Ferré organise soi-même plusieurs spectacles et plusieurs événements. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est la possibilité de privatiser, de louer la salle. Et ça arrive aussi très fréquemment, soit pour des conventions, soit pour des écoles de danse, soit pour des représentations à caractère privé. On a même la chance d'avoir les commissaires de l'Automobile Club, puisqu'on est en période de pré-Grand Prix, qui viennent se réunir ici pour préparer ce Grand Prix. Donc vraiment, bienvenue à tous, je dirais, et à toutes les formes d'activités qu'on peut faire dans cette salle. Et donc tout au long de l'année. Ensuite, Jacques, il faut aussi le préciser, les équipes de cet espace Léo Ferré travaillent activement sur des actions, j'allais dire, qui se déroulent à l'extérieur, pour ne pas dire dans le ciel, les feux d'artifice. Oui, tout à fait. Alors, les feux d'artifice, bien entendu, c'est le festival de pyromélodique. C'est une des missions de l'espace Léo Ferré. Ce n'est pas simple du tout, mais les gens qui sont là sont formés pour ça, ils sont depuis des années sur le sujet, donc ils savent très bien accueillir, organiser et mettre en place ces beaux événements de l'été. Mais également, une chose toute simple, parce que ça se fait partout, mais la fête de la musique. Organiser la fête de la musique à Monaco, c'est aussi quelque chose de particulier, parce que vu le nombre d'événements qui se passent sur le port, mais c'est les gens de l'espace Léo Ferré qui se chargent de ça. Et c'est aussi un autre volet un peu peut-être moins connu, mais les fêtes traditionnelles, les fêtes de la Saint-Jean par exemple, sont organisées grâce aux équipes de l'espace Léo Ferré. Alors, la programmation à présent, Jacques, vous parliez du très beau succès des Brigitte, qui sont donc venus il y a quelques semaines, mais j'imagine que d'autres grands événements, d'autres concerts sont prévus pour les semaines et les mois à venir ici. Alors tout à fait, hein. Très prochainement on aura Deluxe, ce sera le 6 juin. Derrière ça, bien entendu, le 21 juin, la fête de la musique, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Raoul Paz et en première partie Pulse. Et ensuite, on aura Abd al-Malik, il faut le prononcer comme ça, on va bien briefer, qui sera le 6 novembre, qui est programmé ici à l'espace Léo Ferré. Vous voyez, c'est varié, parce que ces spectacles ne sont pas tous les mêmes, peuvent plaire à beaucoup de gens, mais on essaie d'avoir une programmation qui plaise à tout le monde, justement. C'est très difficile, avec le public monégasque, de devoir cibler. On préfère élargir le champ, quitte à ce que des gens viennent ou pas. Et on a même la petite cerise sur le gâteau, je dirais, c'est quand l'espace Léo Ferré, ou en tous les cas la couronne, ce qu'on appelle la couronne, près du bar, se transforme en espace de convivialité avec les apéros-concerts. Et là, je crois qu'on a, en effet, ça c'est vraiment un concept made in mairie, made in espace Léo Ferré, et qui a eu un grand succès. Et c'est aussi un événement qui se déroule parfois dans des endroits atypiques. On l'a vu dernièrement cet hiver, à la fin de l'hiver, début mars, avec l'apéro-concert organisé sur la patinoire. Ouais. Là, c'était une excellente collaboration et un grand plaisir pour moi de réunir les deux services dont j'ai la chance de m'occuper et qui ont collaboré pour cet événement. On a même l'idée on a fêté la fin de l'hiver, on a peut-être l'idée de fêter la fin de l'été autour de la piscine. Bon, on en saura plus d'ici quelques semaines. Alors, Jacques, vous parliez il y a quelques minutes du mois de novembre. C'est vrai que les spectacles, les one-man shows aussi, qui sont proposés dans le cadre de la fête nationale, se déroulent ici. Tout à fait. Et là aussi, ça fait partie de nos missions d'accueillir, et là, toute la population monégasque. On a, depuis l'an dernier, améliorer les horaires, puisque on demande aux artistes de se produire en matinée, donc l'après-midi, pour que les gens un peu plus âgés ou les gens qui n'ont pas envie de traîner trop tard le soir puissent venir également. Et ça aussi, c'est un côté, je dirais, la convivialité, bien sûr, mais là, c'est la famille monégasque qui se réunit ici. Et il y a eu également, ça me fait penser au très beau spectacle qui a été proposé par le comité des traditions monégasques l'an dernier, la soirée monégasque. Pareil, il n'y avait pas d'autre lieu pour le faire que l'espace Léo Ferré, c'était naturel. Oui, et puis pour ne pas évoquer, on ne peut pas bien sûr ne pas évoquer l'actualité sportive de la semaine. Vous aviez également proposé au match aller la retransmission du match face à la Juve.
Ouais, je ne sais pas si au lendemain de... Oui, on va, il faut en parler, je ne sais pas si on va faire plaisir à tout le monde, mais en tous les cas, oui, en effet. Ici, on a également pu se retrouver dans l'ambiance du stade de Turin. Alors Jacques Pastor, une dernière question. Vous parliez au début de cet entretien des réactions de certains artistes lorsqu'ils arrivent et qu'ils pénètrent dans cet espace. Est-ce que vous avez aussi des retours, vous parliez de la famille monégasque il y a quelques instants, des retours justement de toutes les personnes qui viennent assister tout au long de l'année aux événements ici? Alors écoutez, je crois que le meilleur retour qu'on ait, c'est quand on a le plaisir d'être à la sortie et de voir les sourires ou le contentement des gens qui ont assisté au spectacle. Alors c'est vrai que les artistes, vraiment, on a eu quelques exemples, entre autres un artiste fort connu, Benabar, qui n'arrivait plus à partir, quoi. On lui a dit vraiment, là, il faut y aller. Et aussi grâce à ça, aussi grâce à la complicité avec le public, parce que est-ce que c'est la forme de la salle, est-ce que c'est le fait qu'on n'est jamais loin de la scène, mais il y a vraiment une complicité, et les artistes qui craignent que le public monégasque ne réagisse pas assez ou pas assez vite au début du spectacle, ils sont très agréablement surpris, et bien sûr l'accueil de la principauté, comme on sait faire. Bon, Jacques Pastor, merci beaucoup. On va, c'est une transition comme une autre, passer à présent aux prévisions météo du week-end. Ce qui est bien ici, c'est qu'il pleuve ou qu'il vente, l'espace est toujours ouvert et l'événement a lieu quoi qu'il arrive. Et il fait toujours beau et on est toujours optimiste au niveau de la météo. Merci. Samedi, déclin du beau temps, un soleil de plus en plus intermittent en cours de journée, température comprise entre 15 et 20 degrés. Dimanche, un ciel très incertain également, en grande partie nuageux. Lundi, amélioration partielle du temps, des nuages sans pluie et quelques éclaircies au cours de la matinée, comptez jusqu'à 18 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Monaco Info.